juste entre zéro et quelques petits efforts, une bonne base, ça me semble comme si tu peux avoir comme déjà des effets quand même assez intéressants. Là. Comme on dit en anglais, c'est pas rocket science. Là. On a identifié déjà des petites lacunes. On s'est jamais rendu au bout des 10 heures, parce qu'au bout, je pense, de la 5e heure, je leur parlais du Frédéric, on va peut-être se parler à l'automne, mais pour l'instant, là, on a mis en place 3-4 des affaires que tu nous as recommandées. Téléphone dérougit plus, puis là, on est plein pour l'été. Je dis, gars, moi, j'étais super content. Dans un monde où tout bouge très vite, la seule façon de rester à jour, c'est avec la technologie. Écoutez nos discussions où est-ce qu'on parle du numérique au service des entreprises. Bienvenue au Serveur Web. Salut tout le monde, re-bienvenue dans le podcast Le Serveur Web. Mon nom c'est William Gagné. Puis le Serveur Web, c'est un podcast où est-ce que on prend le numérique puis on le met au service des entrepreneurs. Puis j'ai souvent dit dans plusieurs épisodes de podcast, mais le but de ça, des fois le numérique c'était peurant, mais il y a tellement d'entreprises qui auraient avantage à utiliser ça, le numérique, pour justement accélérer la croissance de son entreprise, mais des fois aussi simplifier leurs opérations puis leur simplifier la vie en général. Cet épisode-là, il faut que je le dise, est dédié aux entrepreneurs qui sont en lancement, mais aussi aux entrepreneurs qui sont aussi, je veux dire, encore au stade de la PME. Puis aujourd'hui, on va parler du marketing numérique. Puis pour se mettre un peu dans le bain avec ça, moi, il y a une histoire, il y a quelque chose qui a complètement changé ma vie, ma vision que j'avais du marketing numérique. Je vais parler de moi, OK? Mettons, là, moi, là, j'ouvre Instagram, j'ouvre Facebook, je vois des pubs sur le côté et c'est rare en tabarouette que je clique là-dessus sur des pubs. Je vais sur YouTube, maudit qu'elle m'énerve la pub qui est là-dessus. Puis moi, je suis toujours resté avec cette idée-là que crime du marketing sur le web, c'est harcelant, c'est du spam, c'est tannant, puis dans ma tête, ça marchait pas. Fait que quand je me suis lancé en affaires, j'avais un peu ce mauvais pli-là, c'était comme cette mauvaise impression-là de dire, ben, tu sais, je ne mettrai pas trop de temps là-dessus, de toute façon, des pubs, tu sais, quel point ça peut marcher. Puis là où est-ce que ça m'a fait encore, mettons, le plus mal d'avoir cette pensée-là, c'est quand que, il y a 2-3 ans, je suis allé à une conférence du WAC. Pour ceux qui ne connaissent pas, le WAC, c'est le Web à Québec. Je suis allé à une conférence du WAC, puis il y avait une conférence qui parlait de SEO local, donc de marketing numérique, puis ça m'a fessé comme un coup de poing d'en face. Le gars, il disait justement, quand tu es en affaires, ton entreprise, il donnait des conseils, tu devais faire ça. Puis au début, moi, j'étais comme, je commence la conférence, vous ne me voyez pas, là, j'ai les bras croisés comme ceci, puis j'étais comme, ben oui, de quoi qu'il va me parler encore, dans ma tête, c'était comme du vent. Puis, écoute, il me dit une affaire, il dit une autre affaire, puis là, à un moment donné, mes bras commencent à se décroiser, puis à partir de là, j'avais la gueule à terre. Dans le sens que, wow, ça m'a donc bien craqué, ça m'a donc bien motivé, puis ça m'a fait réaliser que, Christy, le marketing numérique, c'est puissant. Puis le jour que j'ai réalisé que c'était encore plus puissant, c'est quand je suis parti de cette conférence-là. Je suis allé dans mon bureau, puis je me suis enfermé dans mon bureau, je dirais peut-être une bonne semaine, peut-être même 2 semaines. Puis tous les conseils qu'il avait donnés à cette conférence-là, je les ai tous appliqués. J'ai mis ça dans mon site web, j'ai optimisé tous les éléments SEO qui parlaient d'optimiser ma stratégie de réseau. Tout ça, là, je l'ai mis en place, puis ça a tellement été, je le souhaite à tous les entreprises, tous les entrepreneurs, c'était un jour magique où est-ce que il y a des clients qui nous trouvaient en faisant des recherches sur le web. J'avais jamais comme pensé que c'était possible. Des gens qui arrivent ici, qui viennent nous visiter. Hey, je vous ai trouvé en faisant des recherches. Vous êtes tombé dans. Wow, c'est donc bien magique. Je croyais pas que ça pouvait arriver, mais oui, c'est arrivé. Puis ça a complètement changé le cours d'entreprise. Puis pas juste genre n'importe qui, là, vraiment des leads qui étaient qualifiés, des gens qui avaient un intérêt pour ça. J'ai été capable avec un marketing d'aller les chercher. Puis ça a complètement changé ma vision du marketing numérique. Puis le but de cet épisode-là, c'est vraiment de faire comprendre que oui, ça marche le marketing numérique, mais aussi que ça peut être épeurant. On ne sait pas trop où se lancer. Tu vois sûrement plein d'experts passer sur LinkedIn qui te disent « Ah, faut que tu fasses ça, ça, ça. Ah, faut que tu fasses ça, ça, ça. » Puis qui parlent de grandes tendances générales. Puis des fois, c'est dur de savoir où se situer puis comment les appliquer. Eh bien, pour te rendre ça facile aujourd'hui dans l'épisode, j'ai invité un expert en marketing numérique, puis ça fait très longtemps qu'il fait ça. C'est Frédéric Gonzalo. Okay? C'est un expert en marketing numérique. Je vais lui poser des questions, mais aussi vous allez voir à quel point il y a des choses que tu peux appliquer dans ton entreprise, puis entre ne pas avoir de marketing numérique en place, on part du point zéro, à avoir quand même un petit quelque chose, écoute, ça fait toute la différence, puis je suis convaincu que ça peut augmenter tes ventes, puis ça peut augmenter aussi ta notoriété. Fait que sans plus tarder, je vous lance sur l'entrevue avec Frédéric Gonzalo. Bonne écoute. Salut Fred. Salut, ça va Will? Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. On est dans le podcast Le Serveur Web où est-ce qu'on parle du numérique au service des entrepreneurs. Tu es un expert en marketing, puis il faut que je le dise, Fred, il n'est pas nécessairement né de la dernière pluie dans le marketing numérique. Je suis allé fouiner sur ta chaîne YouTube, puis ça je te l'ai pas dit dans le pré-entrevue, mais j'ai vu des vidéos qui datent d'il y a 11 ans, fait que ça nous ramène quoi, en 2013-14? Oui, c'est ça, hein? Tu me ramènes dans le temps.
Hey, j'ai commencé en 2012, en fait, puis mon blog en 2011. Fait qu'effectivement, des fois, je tombe sur des articles que j'ai créés à l'époque ou des vidéos, puis ouais, il y en a qui vieillissent mieux que d'autres, on va dire ça comme ça. OK. Ben justement, ça fait quand même longtemps que tu es dans le domaine, mais moi, j'étais curieux de savoir, avant qu'on se lance dans l'entrevue, c'est quoi qui t'a donné comme cette passion-là? C'est quoi qui a allumé le feu en dedans de toi du marketing, mais vraiment numérique? Ben écoute, depuis ma sortie de l'université là, au début des années 90, tu sais, j'ai toujours eu trois passions, les ventes, les communications, le marketing. Et j'ai toujours travaillé de près ou de loin dans une de ces dimensions-là. Alors, au fil du temps, et beaucoup en tourisme aussi, il faut que je le dise, j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai travaillé pour des clubs Med, j'ai travaillé à l'international, au Chili, aux États-Unis, au Japon. Et quand je suis revenu au Québec, fin des années 90, début 2000, j'ai travaillé donc toujours dans le marketing chez Via Rail, à Tremblant. Ma dernière vraie job avant d'être à mon compte, là, c'était au Massif de Charlevoix. J'étais vice-président marketing, vente, communication, justement. Donc, et à travers le temps, bien évidemment, moi, j'ai toujours été curieux. Je me souviens de l'avènement, justement, du web dans les années 90, quand ça arrivait, le bug de l'an 2000. Puis là, quand les médias sociaux sont arrivés, la curiosité autour de ça, je me souviens avoir ouvert mon compte LinkedIn puis Facebook là, 1 an ou 2 après que ce soit ouvert, puis on était dans les débuts. Twitter en 2007, donc, c'est un peu de curiosité de voir c'est quoi la saveur du mois, mais aussi de voir est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce que moi, en tant qu'individu, est-ce qu'en tant qu'entreprise, ça peut être utile? Donc, évidemment, j'étais en entreprise à ce moment-là. Et quand je suis rendu au Massif de Charlevoix, par exemple, on avait ouvert une page Facebook, on avait genre 5000 abonnés, et puis je te parle de ça, de 2009, 2010 déjà à l'époque, tu sais. Puis on voyait qu'il y avait un potentiel. Et donc, quand je suis parti à mon compte, fin 2011, début 2012, donc ça fait déjà plus de 12 ans, j'ai voulu accompagner les entreprises. Moi, j'avais justement commencé un blog, je suivais un peu ce qui se passait sur les médias sociaux, mais tu sais, je ne pouvais pas soupçonner que ça deviendrait ce que c'est devenu aujourd'hui. Tu sais, je me disais, il y a quelque chose qui se passe là, mais je me souviens à l'époque, je suis parti à mon compte, je dis, bon, je vais faire ça pendant 1 an ou 2, les médias sociaux, puis à un moment donné, ça va s'estomper, cette ferveur-là. Tu sais. Et finalement, ça fait plus de 13 ans que je travaille dans ce domaine-là. Donc, pour moi, c'est pas tant les technologies et les plateformes en tant que tel qui m'intéresse, c'est plus qu'est-ce qu'on peut en extraire, comment on peut s'en servir en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise pour justement parler à notre consommateur cible, comment on peut atteindre nos objectifs d'affaires. Donc, c'est pour ça que, étant un gars de business, j'ai toujours voulu un peu marier les deux, puis c'est ce que je fais dans la vie. Là. Tu sais, je suis formateur, je suis consultant, puis je vulgarise ces notions-là parce que souvent, c'est ça, ça va tellement vite. Puis on parle de médias sociaux, mais depuis évidemment les 2-3 dernières années, c'est beaucoup l'intelligence artificielle. Et ça va encore plus vite. Mais on revient encore au même principe. Tu regardes ces outils-là, ces plateformes-là, OK, c'est le fun, c'est plein de bells and whistles, là, comme on dit, mais comment ça peut m'être utile, moi, si j'ai une PME, si je suis un dentiste, si je suis un restaurant, peu importe le type d'entreprise qu'on a. C'est ça un peu qui est le défi là, qui se pose avec. Puis pour moi, c'est thrilling. Là, je veux dire, il n'y a pas une journée qui est pareille à l'autre. Justement, aujourd'hui, on fait un podcast. Ce matin, je suis sur un Zoom. Cet après-midi, je vais travailler avec une personne pour mettre en place une formation. Puis c'est ça. Tous les jours, il y a le défi demeure et de rester à l'affût aussi de ce qui se passe sur ces plateformes-là. Okay. Puis si on va au-delà des plateformes, tu dirais-tu, parce que là, déjà 2010, 2011, on ne pouvait peut-être pas soupçonner que ça allait être aussi puissant, les réseaux sociaux, puis de s'en servir surtout pour son entreprise. T'sais, moi, je remets en contexte, en 2010, j'étais encore au secondaire, je finissais mon primaire. T'sais. Fait que j'étais pas dans ce monde-là pantoute, mais t'aurais-tu pu soupçonner, c'est quoi qui t'a donné le sens qu'il y avait une opportunité dans ça pour comme poursuivre ça? Bien, c'est que tu vois un peu la transformation, puis avec le recul, à la limite, tu te dis, ah mon Dieu, on voyait peut-être pas l'ampleur que ça allait avoir, mais je suis pas sûr. Je pense qu'on voyait... tu sais, petit bidule ici, là, un téléphone, OK? C'est un iPhone. Moi, je me souviens, je travaillais, j'ai quitté le tourisme pendant 1 an ou 2, là, j'ai été travailler du côté de Fido, et c'était justement en 2007-2008. 2007, c'est l'année du iPhone, le lancement du iPhone, tu sais, fait que ça fait pas tant que ça fait même pas 20 ans que ça existe, là, l'iPhone. Le téléphone intelligent, ça existe depuis une vingtaine d'années. Mais on voyait qu'il y avait quelque chose de gros qui se passait. Tu sais, Facebook, LinkedIn, Twitter, les médias sociaux. Puis tout l'avènement des téléphones intelligents, ça a ouvert des pans insoupçonnés, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le gig economy, tu sais, les Uber, les Airbnb, la transactionnelle sur un téléphone, les tablettes, l'iPad qui est arrivé en 2010. Donc,
moi, c'est de voir ça, puis tu te dis, OK, mais comment ça va transformer, socialement, comment ça nous transforme? On voit même en ce moment le retour du balancier après 15 ans. Maintenant, même en tant que société, on a vu en Australie récemment, ils ont annoncé qu'ils allaient interdire les écrans pour les moins de 16 ans. Au Québec, ça se discute, au Canada aussi, de dire, est-ce qu'on n'est pas en train de pêcher par excès avec les moins de 16 ans qui sont toujours derrière un TikTok où ça les empêche de bien étudier à l'école? Bref. Mais on voyait que c'était un phénomène qui devenait majeur et c'était mondial. Donc, dans ce concept-là, et on a vu des business donc naître de rien. À partir du... Tu peux accepter le paiement avec Square sur ton téléphone. La petite épicerie du coin. Avant, c'était quoi? C'était seulement de l'argent comptant, mais ça limitait. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il y a une fluidité dans les transactions. Ça a des dangers, évidemment, bien sûr, avec les renseignements personnels et tout le reste. C'est quelque chose qui pourrait être abordé dans un autre sujet. Mais, donc, tu me dis en 2010, comment on pouvait venir voir ça? Je pense qu'au même titre qu'en ce moment, 2024-2025, on est rendu à voir l'intelligence artificielle. C'est clair que ce n'est pas un phénomène passager. J'aime beaucoup une citation de Bill Gates qui disait, il y a une vingtaine d'années, il disait « L'être humain, toi et moi en général, on a tendance à surestimer une technologie quand elle sort dans la première année de sa sortie, mais on la sous-estime sur la base d'une décennie. » Donc, les médias sociaux, il y avait beaucoup de hype quand c'est sorti. Pendant 1 an ou 2, on en parlait. Puis donc, à un moment donné, les gens se disaient, oui, mais ça va s'estomper. Mais on n'avait pas d'idée de l'impact que ça aurait sur une décennie. C'est ce qu'on a vu, justement, aujourd'hui, le nombre d'entreprises maintenant qui se vendent sur Instagram, ou qui passent par TikTok ou qui passent par le web. Je veux dire, Et là, c'est l'intelligence artificielle, c'est un peu le même principe. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup depuis 1 an ou 2. Il y en a qui disent qu'on en parle trop. Mais je pense que... par rapport à ce qu'on va voir sur les 10 prochaines années, de l'impact que ça aura réellement, je pense qu'on n'a encore rien vu. Donc, pour ça que moi, c'est la curiosité de se dire, comment est-ce que je peux utiliser ça? C'est quoi le potentiel que ça peut être mis dans mon entreprise, que ce soit pour les RH, pour les finances, les opérations, le marketing et les communications, bien sûr, puisque c'est plus mon champ d'expertise, mais c'est le côté qui me fascine, puis que souvent, quand je parle avec les gens ou quand je parle avec les entreprises, c'est là qu'ils ont besoin d'aide, d'accompagnement. Donc, on essaie de vulgariser l'info pour eux pour qu'ils comprennent. Ouais. Fait que j'ai bien compris, tu as comme vu l'opportunité un peu du numérique, où est-ce que ça s'en allait. Tu as parlé du gig economy. Fait que ça devenait peut-être un petit peu plus facile, peut-être de se lancer en affaires pour, mettons, quelqu'un qui, je sais pas, qui veut lancer un service, qui veut lancer un produit, ça devient un petit peu plus facile et des outils plus accessibles. Tu dirais-tu que c'est ça, en fait, qui t'a lancé vers ça, si tu as voir cette opportunité-là? Écoute, je prétendrais pas que j'ai fait une réflexion de longue durée. C'est-à-dire, honnêtement, c'était circonstanciel jusqu'à un certain point. Je travaillais au Massif de Charlevoix. Le contrat s'est terminé. Début 2012, je me reviens d'abord, puis j'ai appliqué sur différents postes. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai été approché pour faire la consultation pour aider des entreprises avec leurs médias sociaux. Puis je dis, je vais essayer ça pendant 1 an, voir ce que ça donne. Puis bon, on est rendu 13-14 ans plus tard, puis je le fais encore. Mais c'est parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de besoins. Puis, quand je regarde la vitesse à laquelle va justement la technologie, le besoin est encore là. Il va continuer. Tu vas me dire, OK, mais il y a de plus en plus de consultants puis de gens qui se lancent aussi dans le milieu, certes. Mais, tu sais, la meilleure preuve que c'est devenu facile de se lancer, regarde ce qu'on fait en ce moment, toi et moi. On est sur un podcast, tu me disais que tu étais en secondaire en 2010, mais t'es pas vieux, là. Mais tu pars un podcast, on se fait un studio. À l'époque, c'était quoi? C'est impossible de faire ça. Il fallait que tu ailles dans une station de radio, là. C'était les médias traditionnels. Aujourd'hui, à peu près, n'importe qui peut le faire dans son sous-sol ou avec moindrement un peu plus d'investissement, le faire dans un studio comme ici en ce moment. Mais donc, il y a une démocratisation des plateformes, des outils qui est fascinante. Tu prends ton téléphone, tu peux lancer un live sur ton Instagram, sur Facebook, sur ton YouTube. Donc, les outils font en sorte que les fameux créateurs de contenu ou tout ce qui est le storytelling est plus accessible, puis ça devient un danger parce que tout le monde et n'importe qui peut le faire et malheureusement, on se retrouve des fois aussi avec un peu de tout et n'importe quoi dans les contenus. Mais comme dans n'importe quoi, il y a des bons contenus vont rester. C'est dans la résilience, dans la persistance et le mot que j'utilise souvent, c'est la pertinence. C'est souvent ça qui fait en sorte que tu as des créateurs de contenu, tu as des entreprises qui demeurent, est-ce qu'ils sont pertinents dans leur stratégie de contenu, dans ce qu'ils partagent sur leurs médias sociaux, dans leur infolette qu'ils envoient sur leurs différentes plateformes de contenu? Si la réponse est oui, même chose pour ton podcast. T'sais. Si c'est pertinent, si les gens viennent et écoutent ce que tu as à dire dans les différents épisodes que tu vas mettre de l'avant,
mais le succès va être au rendez-vous. Mais si on fait un podcast juste pour faire un podcast, parce que c'est à la saveur du mois, parce qu'on s'est fait dire que ça serait tendance. C'est à la mode d'en faire un. C'est à la mode, puis ça va bien venir compléter. Écoute, je dis pas que ça marchera pas, mais si une entreprise qui a déjà plusieurs formats, des fois le podcast peut bien venir compléter, mais le podcast a ses forces et a ses faiblesses aussi. Donc, tu sais, c'est chaque plateforme, essentiellement, a ses avantages, ses inconvénients. Et c'est souvent ce que je dis quand je m'assois pour faire une stratégie avec un client, c'est de dire, mais regarde, c'est quoi ta stratégie? C'est quoi tes objectifs que tu cherches à atteindre? À qui tu veux parler? Puis là, en fonction des gens à qui on veut parler, peut-être quelle plateforme ou quel format devrait-on préconiser? Est-ce qu'on devrait aller sur de la vidéo, de l'audio, du texte, des GIFs, des infographies? Il y a tellement de formats possibles. Là. Puis là, tu as amené le point sur la stratégie, mais justement, puis c'est vers là, justement, je veux m'en aller un peu plus. Côté stratégie, on vient sur ta chaîne YouTube de les vidéos qui ont 11 ans, là, puis on a fait des vidéos ensemble, on en a tourné une couple. J'ai eu comme la chance de voir un peu les formations que tu offres. Tu sais, oui, c'est pour du tourisme, mais quand même, je trouve que ça s'applique super bien pour des entreprises de façon plus at large, on va dire. Ouais, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus de stratégie. Tout un concept, puis je reviens encore à ta chaîne YouTube, la trinité du marketing numérique. Ouais. Peux-tu m'expliquer c'est quoi ça, la trinité du marketing numérique? Mais c'est n'importe quelle formation que je donne, ou à peu près, ou que ce soit une conférence, souvent, il va y avoir cette diapositive-là qui va arriver au tout début, où j'explique ce concept-là de la trinité du marketing numérique, qui repose sur 3 piliers fondamentaux. Puis, tu sais, je ne prends pas le crédit de ça. Je me souviens avoir vu une étude, là, justement, à peu près dans ces années-là, 2012-2013, où ils avaient sondé quelques milliers d'entreprises puis de marketeurs en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine. Et à l'époque, c'était ces 3 piliers-là qui étaient ressortis. Puis, rendu en 2025, là, c'est les mêmes piliers là, qui viennent, qui sont au rendez-vous. Puis, selon moi, ça va demeurer encore un certain temps. C'est que on a tendance des fois à en privilégier un plus que l'autre. Alors, lesquels sont-ils, ces piliers-là? Bien, le premier, c'est est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu as un pignon sur rue dans l'univers numérique? Si quelqu'un va sur Google, si quelqu'un va en ligne, s'il va sur son téléphone, faire une recherche vocale, est-ce qu'il va te trouver? Bien, ça passe par est-ce que tu as un site web? Est-ce que ton site web est optimisé pour les moteurs de recherche? Est-ce que tu gères ta présence avec Google My Business, Google Mon Entreprise? Est-ce que tu fais ce que tu as à faire pour que finalement les gens te trouvent, tu crées du contenu, tu as un blog, etc., etc. Donc, le site web, ça fait des années qu'on en parle, ça fait 25 ans, c'est encore pertinent aujourd'hui. Bon, évidemment, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y en a qui posent, il y a des points d'interrogation qui sont soulevés. Je persiste à penser qu'un bon site web bien indexé, avec du bon contenu, bien référencé, c'est un pilier qui demeure. Quand tu dis qu'il y en a qui doutent, qu'est-ce qui ferait douter de l'intelligence artificielle que le site web serait plus pertinent? C'est parce que tu aurais une plateforme de réseau social qui serait plus puissante? Ben, c'est parce qu'il y a, là, on ouvre tout un autre pan, là, mais il y a le volet le SEO, ce qu'on appelle le Search Engine Optimization, comment on optimise les contenus de notre site web afin que les moteurs de recherche tels que Google vont nous lister, hein, on va sortir parmi les premiers résultats. Ben, c'est que maintenant, la recherche en ligne se transforme. Quand tu fais une recherche avec ChatGPT ou avec Perplexity ou avec Claude ou avec Gemini ou avec n'importe lequel de ces outils-là, tu ne reçois pas une tralée de liste quand tu fais ta requête. Ça te donne un texte, il te pré-mâche les résultats. Et au lieu de donner une liste avec 45, ou quand tu fais des recherches sur Google, hein, tu vas te dire il y a 3 millions de résultats de recherche, tu sais, quand tu regardes en haut. Mais là, il donne une recherche, il va donner un résultat qui est circonscrit avec peut-être, mettons, tu demandes, donne-moi donc les 5 top restaurants italiens où manger à Québec. Ben, va dans Google, il va te donner une tralée de liens. ChatGPT va te donner une liste circonscrite avec peut-être le top 3, puis that's it, that's all. Donc, là où je dis que ça transforme un peu la recherche en ligne, c'est comment tu t'assures d'être un des 3 qui est recommandé. Mais comme je disais tantôt, ça change les choses, mais pas tant, parce que tu vas quand même devoir travailler le contenu de ton site web pour t'assurer que les engins, justement, d'IA vont te repositionner. Donc, bref, fin de la parenthèse. Donc, mais le pilier donc, de ton site web avec du contenu riche et à la limite encore plus riche et mieux adapté pour l'intelligence artificielle, c'est un pilier important. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est tes bases de données. Les clients qu'on a, ce qu'on appelle le CRM, le Customer Relationship Management, en bon français, le GRC, la gestion de la relation client. Et donc, est-ce qu'on capte des données? Nom, prénom, adresse courriel, minimalement. Mais si on est une entreprise, est-ce qu'on a aussi un historique transactionnel? Ce client-là, il fait partie de notre programme de fidélité ou de loyauté. Est-ce qu'il achète une fois par année? Est-ce qu'il achète plusieurs fois par semaine? Donc,
l'information, l'intelligence d'affaires qu'on a sur notre clientèle et après ça, comment on communique avec ces gens-là. Est-ce qu'on leur envoie, est-ce qu'on a des automatisations après l'achat, le lendemain, pour recueillir des avis clients, par exemple? Est-ce qu'on envoie des infolettres une fois par mois, quelques fois par année, pour maintenir la relation, pour que les gens soient au courant de ce qui se passe dans notre business, de nouveautés, de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles expériences? Donc, et là, évidemment, tout ça doit être conforme à la réglementation, la loi 25 au Québec, la loi C26 au Canada pour ce qui est anti-spam. Donc, ça, c'est un pilier important et c'est souvent, moi, dans mon expérience, celui qui est sous-estimé ou sous-employé par les entreprises parce que on va plus regarder le pilier du site web, puis le troisième pilier auquel j'arrive, qui est celui des médias sociaux. Tu sais, l'infolette, là, puis faire des envois électroniques, c'est comme... c'est pas sexy. Ça fait... Les gens disent, les gens, ils lisent ça encore d'aujourd'hui des infolettes? Puis la réponse, c'est oui. C'est ça. Et la réponse, c'est oui. Ça demeure un outil. Évidemment, les clientèles plus jeunes, moins de 25 ans, un peu moins. Mais là encore, ça va dépendre. Si t'es pertinent, si tu t'es allé voir un film au Cinéplex, puis tu veux recevoir l'information sur la programmation, ou t'es client chez Sephora, puis on t'envoie des promotions de fois de temps en temps, des rabais, pourquoi pas? Donc, appelle-le infolette, appelle-le envoi d'offres exclusives, peu importe, mais tout ce volet-là, c'est le volet, disons, du marketing relationnel, c'est le deuxième pilier important. Puis le troisième pilier, ce sont les médias sociaux. Donc, ce sont des plateformes sur lesquelles on n'a pas de mainmise, parce que notre site web, nous, on contrôle tout. Puis l'infolette, on contrôle tout. On est capable de changer les couleurs, le texte, ce qui se dit, on est dans les médias propriétaires. Alors que les médias sociaux, on est chez quelqu'un d'autre. Hein? Quand on est dans Meta, avec Facebook et Instagram, on est chez Mark Zuckerberg. Hein? Quand on est sur LinkedIn, on est chez Microsoft. Ça ne nous appartient pas. Puis les règles du jeu, de l'algorithme et des algorithmes qui gèrent, si on veut, les contenus sur ces plateformes-là, on ne contrôle pas. Par contre, ce sont de fabuleuses plateformes pour faire de l'acquisition de clientèle, pour entretenir la relation, faire du service client, notamment justement sur Facebook. Il y en a qui c'est plus sur TikTok où on va mettre un côté ludique, plus humain sur notre image de marque. Donc, chaque média social, donc, a sa saveur, a sa couleur. Puis le message que je dis souvent aux entreprises, c'est que tu n'as pas à être partout. C'est pas parce qu'il y a 15 médias sociaux populaires au Québec que tu dois être sur les 15. Par contre, essaye d'identifier les 2, 3, 4 peut-être, où est-ce que l'essentiel de ta clientèle se trouve. Et puis, à ce moment-là, mets les efforts pour t'assurer d'y avoir une présence dynamique. Parce qu'on s'entend, ce sont des outils qui sont chronophages. En Facebook, si tu ne publies pas au moins une fois ou deux par semaine, ça ne vaut pas la peine. Là. LinkedIn, au moins une fois par semaine. Instagram, 2 à 3 fois par semaine. Il y a des fréquences un peu minimales qu'on doit avoir. Puis ça, c'est la question qui vient souvent dans l'information que je donne. Hey, c'est quoi le minimum, Frédéric? Écoute, si tu n'as pas les ressources pour faire plus qu'une fois par 2 semaines, mais au moins tu le fais de manière fidèle, vas-y une fois par 2 semaines. Sauf que tu n'entends pas des gros miracles si tu fais juste une vingtaine de publications par année. Autrement dit, tu es comme un peu à la merci de l'algorithme. Fait que c'est à toi de voir aussi, selon qu'est-ce que je vais être capable de mettre de temps comme effort pour être justement pertinent et consistant. Là, ça va peut-être aligner plus vers une plateforme ou vers un autre. On disait tout à l'heure, comment est-ce que les 15 dernières années ou 20 dernières années, la donne a changé. Aujourd'hui, on a ces outils-là. Avant, là, allons dans les années 90, années 80, voire même avant ça, si tu t'ouvrais un commerce, c'était quoi tes options? Tu allais cogner à la porte des radios locales ou du journal local, des magazines, puis tu mettais la main dans le portefeuille, puis ça coûtait des bidous, là. Puis c'était pas donné. Ouais, tu allais dans les pages jaunes, mettons. T'sais. Là, tu n'as pas à faire ça. Tu peux le faire toi-même. Mais c'est pas gratis. C'est ça qui est un peu le danger. Les gens disent mais les médias sociaux, c'est gratuit. Non, attends. Il y a un effort, il y a du temps à mettre, il y a un effort, il faut penser, il y a de la photographie à mettre. Aujourd'hui, oui, tu vas utiliser des outils d'IA pour te créer des images. Mais en général, tu travailles avec un bon photographe, tu travailles avec un bon graphiste, tu mets en place, il y a un coût derrière ça. Un coût beaucoup moins cher que de mettre un 5000$ pour une seule annonce dans la presse. Alors que là, tu es capable de dire ce 5000$-là, hey, je suis capable de faire des publications sur les médias sociaux, booster certaines publications, donc faire de la publicité, je vais faire du Google Ads. On peut tout faire ça par soi-même, mais attention, il n'y a pas de solution facile. T'sais. Ça demande quand même une certaine expertise. Puis c'est pour ça que moi, je suis là pour accompagner les clients souvent ou dans la formation, parce que il faut maîtriser ces outils-là. Et si on ne le fait pas nous-mêmes, il y a des gestionnaires de communauté qui peuvent vous aider, des agences, des pigistes, bref. OK. Puis mettons dans ta trinité, est-ce qu'il y a comme une hiérarchie? Mettons qu'il y a quelqu'un qui a 0 dans son entreprise, il n'y a rien de ça. Est-ce que tu en as un que tu favoriserais en premier? L'ordre que tu m'as donné, c'est-tu comme déjà l'ordre que je dois suivre ou...
Écoute, j'aurais envie de te dire que oui, que par ordre de priorité, tu dois déjà t'assurer d'avoir l'existence d'un site web. Tu sais, si tu n'as pas de site web, tu n'existes pas. Tu sais. J'ai déjà vu un café maintenant qui me dit « Ah, M. Gonzalo, nous, on a une page Facebook, on n'a pas besoin de site web. » Ben là, t'es cuit, tu es 100% à la merci. Tu bâtis ton image de marque sur une plateforme qui ne t'appartient pas, dont les règles du jeu peuvent changer du jour au lendemain. Bon, on a vu dans l'actualité, dans les dernières années, je me souviens d'un cas à Montréal, d'une dame, sa business, là, c'était sur Facebook et Instagram, à fond la caisse. Elle s'est fait hacker son compte. Ça a pris, je pense que ça a pris 3 mois avant qu'elle puisse récupérer. Pendant 3 mois, écoute, ça a quasiment mis sa business à terre. Tu sais, tu ne veux pas dépendre d'une plateforme tierce. Donc, si j'avais à mettre une priorité, puis j'aime pas faire ça parce que honnêtement, souvent, je préfère dire aux gens, les 3 piliers ont une égale importance, mais si j'avais à y mettre une légère prédominance, définitivement ton site web d'abord et avant tout. Ensuite, je mettrais le marketing relationnel, encore une fois, parce que c'est des données qui t'appartiennent. C'est dans le temps, si tu te montes une base de données de 500, de 5000, de 50 000 noms, c'est à toi, puis tu peux travailler avec ça, puis c'est du moyen long terme, versus les médias sociaux, qui, aussi géniaux puissent-ils être, demeurent quand même assez éphémères et ils ne t'appartiennent pas. Je dis quelque chose, là, puis les gens qui nous écoutent, posez-vous la question. Si demain matin, votre page Facebook se fait hacker, vous n'y avez plus accès. Qu'est-ce que vous faites? Ça arrive, des cas comme ça, j'en ai eu dans la dernière année, là, des dizaines de cas comme ça au Québec seulement. Donc, il y en a qui vont dire, avant que je me fasse hacker, je vais aller extraire les noms de gens qui suivent ma page. Tu peux pas faire ça. Ça n'existe pas. Donc, les gens, tu as 5000 noms qui suivent ta page, c'est le fun, mais dans les faits, là, tu n'as aucune information sur eux. Donc, c'est bien, c'est une communauté que tu peux laisser savoir ce qui se passe comme actualité dans ta vie et dans ta business. C'est parfait. Mais ne nous leurrons pas d'un point de vue entrepreneurial. Ton site web puis ton relationnel avec tes bases de données, c'est le plus important. Les médias sociaux, c'est vraiment un endroit pour aller faire de l'acquisition, de l'amplification de contenu, pavoiser sur des choses. Ramener ton monde vers justement tes fondamentaux, ton site web. Ramener les gens vers ton site web et vers ton infolette. Mais tout ça travaille ensemble. Tu sais, sur ton infolette, là, tu peux, quand tu fais un envoi pour dire, hey, on partage une recette de notre chef ce mois-ci, puis by the way, on a un concours sur notre page Facebook. Puis là, tu envoies les gens sur la page Facebook parce que c'est dynamique ce qui se passe là. Puis sur Facebook, tu leur dis, hey, on a mis une nouvelle recette, elle est sur notre site web. Fait que du site web à l'infolette, aux médias sociaux, les 3 piliers, évidemment, sont interconnectés. Il ne faut pas les voir comme 3 silos. Ils sont vraiment interconnectés. Mais le danger, comme je te disais tout à l'heure, c'est que je vois souvent cette espèce d'obnubilation là, envers les médias sociaux parce que c'est sûr, on en parle plus dans l'actualité, c'est plus accessible, mais ça ne veut pas dire que c'est le plus pertinent pour une PME. Ben, tout ça m'amène vers une question. Tu sais, le marketing, c'est clair, c'est une fonction essentielle de l'entreprise, un peu comme la comptabilité et les opérations. Puis, mettons quelqu'un qui se lance une petite PME, tu sais. Là, tu me parles de comme ces 3 piliers-là. Ça peut être épeurant de comme dire, hey, crime, il faut que je sois actif sur mes réseaux sociaux. Déjà, juste d'en choisir une, trouver ma fréquence à laquelle je vais poster. Hey, la liste de courriels, hey, il y a tellement d'outils, il y a tellement de façons de faire. Le site web, mais je sais pas comment. Tu sais, ça peut être épeurant pour quelqu'un qui se lance ou quelqu'un qui est novice en affaires. Moi, j'ai envie de te demander, Fred, mettons que tu te relançais en affaires demain matin, puis tu as toute l'expérience de marketing que tu as. C'est quoi tu ferais en premier? Puis c'est comment tu t'y prendrais? As-tu des outils chouchous que tu utiliserais? Comment est-ce que tu... On va rentrer dans les détails, mais tu es capable de me résumer comment est-ce que toi, tu repartirais ça, mettons? La chose qu'il faut savoir, c'est que le marketing, c'est une fonction d'entreprise, c'est une spécialisation. Fait que tu me dis quelqu'un qui passe à business, puis je peux tout à fait le concevoir, là, que ça fait peur, ou à tout le moins, c'est un peu overwhelming là, de voir ça. Mais tu n'es pas supposé être expert là-dedans aussi. T'sais. Quelqu'un qui se lance en affaires, puis tout le volet RH, là, faire de la gestion de paye, tout ça, il y a des spécialistes des RH qui font que ça dans la vie. Puis si tu te lances dans une station de ski, par exemple, les opérations, là, c'est complexe, là, la mécanique derrière, le damage des pistes. Tu sais, comme, c'est le directeur général là, qui passe ça, là, c'est pas toi l'expert. T'sais. Donc, il faut peut-être trouver des gens qui vont pouvoir t'aider avec ça. Parce que le marketing, alors évidemment, si quelqu'un a des affinités envers la chose, tant mieux, puis on peut se former soi-même, mais c'est un baccalauréat avec des maîtrises puis des doctorats, là, le marketing. Fait que c'est pas, ne s'improvise pas marketeur qui veut, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par soi-même. On parle de certains outils. T'sais, quelqu'un qui est débrouillard, un site web, là, aujourd'hui, c'est pas compliqué, là. Je pense que je te comptais avant qu'on entre en onde. Pour mon garçon, j'ai monté un site web. Je suis allé sur Wix.
Wix.ca, tu sais. Wix, là, si t'es plombier, t'es comptable, tu veux te faire un site de base, là, avec de l'information, il y a des gabarits. Ils te prennent par la main, ils te disent, gars, étape 1, 2, 3, 4, 5, voici ce que tu fais. Il existe des tutoriels sur YouTube. C'est vraiment relativement simple à monter. François Charon avec votre site.ca, tu sais, je veux dire, c'est des outils là, qui ne coûtent pas cher, qui ont des fonctionnalités limitées, mais qui font très bien la job. Si tu veux te lancer et avoir un site sur WordPress ou sur Joomla ou des trucs un peu plus complexes, bien là, tu es mieux de travailler. Soit dit en passant, tu peux le faire toi-même sur WordPress. Il y a des tutoriels sur YouTube qui te l'expliquent. Mais, tu sais, il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, tu arrives à un certain niveau de complexité où est-ce que tu peux travailler avec des programmeurs, des pigistes qui vont aider à ce niveau-là. C'est pour ça que je mentionne WordPress parce que pour les PME, WordPress à l'échelle mondiale, je pense que c'est entre 50 et 55% des sites à l'échelle mondiale sont montés sur du WordPress. Fait que si tu l'as fait monter avec une agence ou avec quelqu'un, l'ami de ton ami, là, qui l'a fait, si ça ne fonctionne plus avec l'ami de ton ami, dis-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui pourra t'aider si ça a été monté sur WordPress. Parce que c'est la plateforme mondiale la plus utilisée. Donc, il y a énormément de pigistes, d'agences qui peuvent donner un coup de main là-dessus. Mais si tu veux aider toi-même, comme je disais, tu peux aller avec des outils comme Wix ou votre site.ca qui sont vraiment beaux, bons, pas chers pour des besoins de base de la PME. Après ça, il y en a d'autres qui vont aller avec du Shopify, notamment si on a un site transactionnel. Là encore, Shopify fait des trucs. Moi, j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs comme ça là, qui l'avaient monté par eux-mêmes sur Shopify. Ils ont mis leurs produits, leurs trucs, boutique en ligne. Fait que si on est un peu débrouillard, ça peut très bien se faire, puis on n'a pas obligé d'avoir des connaissances très fines de SEO et tout le reste. Fait que ça, c'est vrai pour le niveau du site web. Après ça, les autres éléments, ben, c'est un peu pareil. En infolettre, là, ça devient un peu plus complexe. Parce qu'envoyer une infolettre, c'est pas, on ne fait pas ça dans son hotbox, là, dans son téléphone. Dans Gmail, là, tu sais. Évidemment, on passe par certains outils. Les outils les plus connus, évidemment, c'est MailChimp, probablement que les gens connaissent le plus. Pourquoi aussi? Parce qu'il est gratuit. Je pense que si on a jusqu'à 1000 noms, il est gratuit. Et après ça, ben, tu payes selon le nombre d'envois que tu fais, le nombre de noms que tu as. Sinon, moi, j'aime bien recommander CyberImpact, qui est une solution montréalaise. CyberImpact, donc solution québécoise. Si tu as un problème, tu as un enjeu, ben, quelqu'un qui te répond en français, puis qui n'est pas basé à Tombouctou, en Inde, en outsourcing, comme avec d'autres entreprises. Fait que Dialogue Insight également, a des bureaux ici à Québec et à Montréal. Donc, je dirais qu'entre Dialogue Insight, c'est un peu plus robuste. Ils font par exemple les restaurants Saint-Hubert, puis la CEPAC, c'est comme des plus grosses boîtes. Mais entre MailChimp, CyberImpact puis Dialogue Insight, on a des belles options pour faire des envois d'infolettres. Puis après ça, ben, les médias sociaux, c'est sûr qu'on peut le faire par soi-même, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, je dirais que ce sont pas mal les joueurs clés, là, peut-être avec YouTube que j'inclurais là-dedans. Il y a plusieurs formations qui peuvent se donner. J'en donne évidemment sur mon site web, mais il y en a d'autres qui peuvent se donner à travers des tutoriels sur YouTube. Il y a des boîtes qui font des formations. C'est vraiment, si on est un peu autodidacte, on peut très bien faire le travail, mais s'il y en a qui disent « Hey, tu disais tantôt, je lance ma business puis j'ai pas le temps pour ça », bien, faites affaire avec justement un ou une pigiste qui pourra bien vous lancer, faire l'ouverture des comptes sur les médias sociaux, faire une stratégie de contenu avec un calendrier d'action, parce que ça a l'air niaiseux, mais tu sais, se monter un calendrier avec, on va parler de quoi cette semaine, la semaine prochaine, ça structure les choses. Puis ça aussi, c'est un élément du marketing qu'on tend à sous-estimer. Si tu structures ta pensée, tu te donnes des objectifs, tu sais sur quelle plateforme tu vas aller, puis quel message on va passer, oui, ça prend un certain travail en amont. Puis tu te dis, Colin, tout ça pour ça. Oui, mais c'est parce que quand va arriver le jour, tu te dis, hey, on est rendu mardi, on n'a pas publié cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a dans mon calendrier? C'est vrai. Cette semaine, on est rendu, c'est la Saint-Valentin ou c'est la relâche. Ou c'est OK. C'est ça. Et puis pourtant, on le sait, chaque année, c'est le 14 février. Là, puis le Noël, c'est toujours le 25 décembre. Puis on dit ça en blague, là, mais le nombre de fois que je vois des gens qui disent « Ah, c'est vrai, il fallait qu'on se prépare, c'est dans 2 semaines. Hey, il est trop tard, là. » Si tu te faisais un calendrier, moindrement sur 1 ou 2 mois d'avance pour prévoir, voir venir les coûts, bien au moins, t'es capable de prévoir et de mettre les ressources. Puis si tu es trop dans le jus, bien, t'embauches une ressource externe qui va faire ta rédaction, qui va faire tes images. Puis à la limite, si tu ne veux pas aller en externe, bien, passe par ChatGPT, passe par Gemini, passe par des outils qui vont t'aider dans la rédaction, qui vont t'aider même dans la structure de ton calendrier éditorial. Ces outils-là, là, c'est phénoménal ce que ça peut aider à faire pour justement te donner des idées de contenu à mettre sur les médias sociaux, dans tes infolettes. Il suffit juste de bien les utiliser, de leur donner des bons prompts. C'est juste ça le défi qu'on a. Je suis content que tu m'aies parlé de ces outils-là. Puis je veux terminer l'entrevue avec cette dernière question-là. En tout cas,
sans que ce soit plus personnel, là, as-tu comme une belle histoire de succès que tu mettons, pris une entreprise, pris un entrepreneur par la main, tu as fait un service de consultation, tu travailles avec un organisme peut-être, as-tu une belle histoire de succès de quelqu'un qui est parti de pas grand-chose avec un marketing, je veux dire numérique, qui a été bien fait, avec les outils que tu m'as nommés, à un résultat qui est intéressant? Écoute, j'ai accompagné tellement d'entreprises au fil des années. C'est drôle parce que je faisais un bilan récemment de la dernière année que j'avais eue, puis je regardais le nombre d'accompagnements, puis le nombre de formations. Puis c'est bon an, mal an, là, une bonne cinquantaine d'entreprises que j'accompagne. Des fois, c'est plus comme 200. Une année, j'avais eu 200, mais c'était des coachings d'une heure. C'est sûr qu'en une heure, tu peux pas faire... en une heure ou deux, tu peux aider, tu peux identifier des points d'amélioration. Mais... En fait, l'exemple que j'aurais envie de te donner, c'était un exemple qui peut peut-être paraître banal, mais c'était une entreprise qui fait des refuges dans Charlevoix, des refuges de luxe. Là, c'est du glamping. Là. Et ça allait super bien depuis qu'ils avaient ouvert il y a 2-3 ans. Et quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit, Frédéric, ils m'ont acheté une banque d'heures, une dizaine d'heures. On veut que tu nous aides à monter notre plan marketing puis qu'on identifie des actions parce que c'est la première fois qu'on voit un ralentissement. Puis ça, c'était à peu près fin du printemps 2024, OK? Et on s'est assis, on a regardé ensemble, puis rapidement, j'aurais demandé comment ça fait qu'ils n'étaient pas présents. Ils avaient fait du Airbnb par le passé, mais ils avaient cessé. Puis je dis, OK, on va regarder comment est-ce que vous vendiez. On a identifié déjà des petites lacunes. Puis ils n'étaient pas sur Expedia, ils n'étaient pas sur Booking.com. Fait qu'avant, il y avait, excuse, je ne vais pas te couper, mais il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un site web. Il y avait un site web, puis ça se vendait comme de l'eau. Après la pandémie, là, je veux dire, des chalets, je veux dire, ça se vendait. Tu même pas besoin tu mettais un site web, puis ça se vendait tout seul. T'sais. Mais là, ils se sont rendus compte qu'en rendu 2023, 2024, là, la compétition, l'économie se contracte un peu. Là. Il y a plus de compétition pour des yurts, puis des bulles, puis des cabanes dans les arbres. Fait que là, leur concept aussi intéressant était-il, il y avait plus de compétition. Alors, on a identifié quelques points d'action, puis écoute, on ne s'est jamais rendu au bout des 10 heures, parce qu'au bout, je pense, de la 5e heure, je leur parlais du Frédéric, on va peut-être se parler à l'automne, mais pour l'instant, là, on a mis en place 3-4 des affaires que tu nous as recommandées. C'est les téléphones dérougit plus, puis là, on est plein pour l'été. Je dis, gars, moi, j'étais super content. Fait que c'est ça. Puis après, mais sinon, je fais beaucoup d'accompagnements. Comme là, j'ai beaucoup de plaisir depuis un an. J'accompagne le Zoo Sauvage de Saint-Félicien. Puis ben, c'est ça, on regarde un peu on a fait le plan marketing, on a mis en place une stratégie de contenu. Puis il y a eu une espèce de flottement pendant quelques mois parce qu'il y a eu du changement à l'interne. Et là, la nouvelle directrice marketing est en train de mettre en application. Puis déjà, c'est vraiment cool. Là, on voit les résultats concrets par rapport au pilier de contenu qu'on avait identifié. Fait que là, mais c'est un travail de longue haleine. Là. Ça va se faire à travers toute l'année 2025, 2026. Il va falloir qu'on continue de regarder ça. Mais c'est le fun quand tu vois que tu as mis en place des stratégies, tu as mis des recommandations, puis là, ils l'exécutent, puis que le résultat est au rendez-vous. T'sais, des fois, tu peux suggérer et recommander des choses. C'est pas infaillible. Hein? Des fois, tu peux recommander des choses, puis ça marche, ça passe à côté, ou on n'a peut-être pas vu certains éléments. Mais là, c'est le fun quand tu vois que ça réagit un peu comme on l'avait soupçonné. Sans dire que c'est facile, là, mais j'ai l'impression qu'entre zéro puis comme pas grand-chose, mais une bonne base, ça peut faire toute la différence. C'est sans dire que tu t'en vas vraiment dans le détail puis ça va vraiment comme avoir une stratégie hyper complexe avec tes 3 éléments de la Trinité. Mais juste entre zéro et quelques petits efforts, une bonne base, ça me semble comme si tu peux avoir comme déjà des effets quand même assez intéressants. Là. Je pense que tu l'as dit, c'est pas... C'est pas que c'est facile, mais c'est pas sorcier non plus. Là. Je dis, c'est pas, comme on dit en anglais, c'est pas rocket science. Là. Je veux dire, puis à la limite, j'ai parlé des 3 piliers de la trinité numérique. Écoute, si quelqu'un me dit, j'ai juste un bon site web, puis je suis un peu actif sur les médias sociaux, puis le volet marketing relationnel, je suis pas là encore. Si t'en as 2 sur 3, t'es quand même bien parti, mais essaye d'aller chercher le 2e pilier. C'est pour ça que je les mets toujours... Il y en a 3 piliers, tu n'es pas obligé d'être parfait sur toutes. Même chose, ces médias sociaux. Tu pourrais être sur 6 plateformes, mais si tu es juste sur une ou 2, mais tu le fais bien, je préfère que tu fasses ça, que tu ailles t'éparpiller, puis tu saupoudres, puis tu n'as pas une bonne présence sur 4-5 plateformes. Donc oui, c'est effectivement pas compliqué, mais il y a un minimum de travail pour, comme on dit, se rendre peut-être de 0 à 60%, là, ça se fait quand même assez bien. Après ça, ce qui va faire la différence entre les bonnes et les excellentes entreprises, bien, c'est celles qui, justement, auront peut-être plus réfléchi leur stratégie, les contenus, à qui ils s'adressent. Puis là, ils vont être capables d'adapter en cours de route, avec des offres promotionnelles, de travailler une tarification spéciale selon des opportunités, selon le Black Friday, selon la relâche, selon le moment de l'année, tu sais.
Il y a des entreprises qui font juste se mettre au monde, puis après ça, c'est correct, ça fait un job. Tu sais, si t'es le petit café du coin ou si t'offres des services de comptable, je veux dire, t'es peut-être moins... donc, moins dépendant, ou il y a peut-être des temps de l'année qui sont plus occupés, mais tu as peut-être moins besoin qu'une entreprise, un détaillant ou quelqu'un qui travaille le consommateur, qui cherche le volume. Il y a d'autres défis. Mais dans tous les cas de figure, si tu travailles sur ces 3 piliers-là, en général, pour le marketing et le marketing numérique, tu fais une bonne job. OK. Ben, j'ai envie de terminer l'entrevue là-dessus. Fait que juste y aller avec ton petit 60%, avoir une trinité, les 3 outils là-dedans, peut-être commencer par ton site web. Oui. Fait que si t'as pas ça, puis moi, parce que l'affaire à quoi je pense, c'est que oui, t'as beau avoir des réseaux sociaux, mais après ça, tu les amènes où? Tu sais, absolument, les réseaux sociaux, tu as une publication, tu essaies de les amener à quelque part. Si t'as pas de site web, des fois, ça peut être tough, j'ai l'impression. Fait que commencer peut-être par ton site web, après ça, trouver une façon d'avoir du relationnel. Fait que ramasser des courriels, tu sais, est-ce que donner un freebie, ça pourrait être une bonne façon, donner des rabais, mais tu sais, il faut que ça soit pertinent, tu sais, pour que les gens aient une pertinence de donner ton courriel, quelques informations. Ouais, mais tu sais, à l'infolette, je me souviens avoir vu à un moment donné un détaillant de piscine, tu sais, qui est spécialisé dans le nettoyage de piscine puis installation, tu sais, dans un commerce très, très spécifique. Bien, pour l'abonnement à l'infolette, lui, il proposait de mémoire, là, si tu t'abonnes à l'infolette, je t'envoie, il avait produit une espèce de kit, là, le B.A.B.A. là, du maintien pour bien entretenir sa piscine. T'sais. C'était quelque chose qu'à la limite, tu dis c'est un e-book, quelque chose que tu aurais peut-être payé 10$ pour l'avoir. À la limite, je pense qu'il le vendait même en boutique, il le vendait genre 10$. Mais en échange du courriel. Mais en échange de courriel, je te l'envoie en version numérique. Fait que, il y en a d'autres qui vont offrir un 15% de rabais à la boutique en ligne sur ton premier achat. Peu importe, mais donne-moi une raison, un incitatif. Donc, c'est pas obligé, mais c'est. Donc, tu sais, à peu près n'importe quelle industrie est capable d'arriver avec un incitatif là, pour avoir un adresse courriel. Tu peux pas juste dire donne-moi ton adresse courriel, nom, prénom, adresse courriel. C'est comme what's in it for me? T'sais, pourquoi est-ce que je m'inscrirais? Si tu me dis, moi par exemple, j'envoie une infolettre tous les lundis, puis quand je vois, puis là, je passe le message à tes auditeurs en même temps. Mais tu vas sur frédéricgonzalo.com, puis j'ai un blog, puis je publie des articles, mais je publie pas forcément à chaque semaine. Par contre, j'envoie une infolette chaque lundi matin. Les gens qui s'inscrivent à mon infolette, j'envoie toujours 4 à 5 articles que j'ai vus passer dans la semaine qui sont pertinents d'un point de vue marketing, web, médias sociaux, intelligence artificielle. Ça se peut que ce soit un article qui a été publié sur mon blog, mais ça se peut que ce soit un article que j'ai vu en anglais aux États-Unis ou d'un blogueur québécois ou dans la presse ou ailleurs. Donc, parce que les gens, c'est un peu une veille que je fais pour eux. T'sais. Fait que les gens s'inscrivent. Je suis rendu, je pense, j'ai 6 ou 7 000 personnes abonnées à mon infolette qui reçoivent tous les lundis matin. Fait que, tu sais, moi, c'est la promesse que je fais. Je t'envoie ça. Fait que, il y a une valeur ajoutée. Tu sais que tu t'inscris, c'est parce que tu vas avoir de l'information triée sur le volet, résumé. Moi, je t'en résume toujours 4-5, puis je te mets le lien vers lis la suite si tu veux voir l'article au complet. Puis, ça fonctionne comme ça. Fait que d'année en année, j'augmente toujours un petit peu plus, mais il faut que tu donnes de la valeur ajoutée aux gens. Ça peut pas juste être... Si c'est full promo, toujours me, myself and I, voici ce qu'on a en vente cette semaine, voici ce qu'on a en vente la semaine prochaine, bah, c'est correct, là, mais à un moment donné, les gens décrochent de ça. Je comprends ça. Ouais. Fait que, mini-résumé encore, je sais que j'ai dit que j'allais closer ça, mais là, on le close pour de vrai. Ouais. Ton site web, ton relationnel, tes réseaux sociaux, puis juste terminer avec un conseil, quelqu'un qui veut comme le lancer, tu peux pas tout faire tout seul, non, ça c'est certain, tu peux pas aller super loin, mais... il y a des outils comme des Wix pour monter ton site web rapidement. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est tu vas sur frédéricgonzalo.com, tu t'inscris à mon infolette, ouais. Ou tu me suis sur une de mes pages, parce que j'ai la Sainte Trinité, je l'applique moi aussi, il faut que les bottines suivent les babines. Fait que c'est ça, sur ma page Facebook, mon LinkedIn, mon compte Instagram, où je partage justement souvent des informations pertinentes, toujours en lien avec le milieu du marketing numérique. Puis je dis ça en semi-blague, mais c'est vrai, dans mon infolette, c'est un bon outil, parce que comme ça, les gens qui vont s'inscrire, des fois ils vont voir. Puis sur mon site web, il y a un paquet de formations aussi qui sont disponibles si les gens veulent suivre justement pour aller un peu plus en profondeur sur un des nombreux sujets qu'on a abordés durant cette conversation, là, mais l'information s'y trouve aussi. frédéricgonzalo.com. Génial. Ben, je vais terminer là-dessus. Fred, merci de ton temps. Je pense qu'il y a des gens qui vont apprendre des choses aujourd'hui. Là, je m'adresse à vous, aux éditeurs. Merci d'avoir écouté. Si tu es sur YouTube, je t'invite à t'abonner sur la chaîne. Premièrement, on va mettre toutes nos entrevues là, mais aussi pour un besoin plus d'efficacité. Si tu veux juste avoir des petits conseils, des petits tips and tricks, tu sais, je pense déjà qu'il va y avoir des plateformes que tu as nommées qui vont peut-être se retrouver en extrait ou même quelques anecdotes que tu nous as contées qui vont être en extrait. Si tu t'es intéressé à ça, tu ne veux pas nécessairement te taper les épisodes au complet, ça va être en extrait. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes sur la chaîne YouTube. C'était William Gagné du Serveur Web. On se retrouve une prochaine fois.